a réussi. Et nous voilà donc en direct pour cette conférence de lancement dans le cadre de la 16e semaine pour les alternatives aux pesticides, dont le thème de la conférence, cette conférence de lancement est la souveraineté alimentaire et les politiques agricoles. Donc, on a le plaisir d'accueillir pour cette conférence de lancement 3 interlocuteurs et 3 intervenants très compétents sur ces sujets-là. Donc, je suis ravie aujourd'hui pour Génération Future et dans le cadre de cette SPAP, Semaine pour les alternatives aux pesticides, d'accueillir Philippe Pointreau de Solagro, Aurélie Catalo pour une autre PAC et Benoît Biteau, eurodéputé d'Europe Écologie Les Verts. Je vais vous laisser vous présenter rapidement, puis ensuite je ferai un petit point de contextualisation de cette 16e édition et de la raison de ce thème et de cette conférence de lancement. Et puis ensuite, vous aurez le loisir de faire des petites présentations chacun voilà, sur vos domaines de compétences. Et ensuite, l'idée, c'est d'avoir un échange ensuite de questions-réponses et quelque chose d'assez dynamique avec les personnes qui profitent de ces directs. Philippe Pointreau, je te laisse te présenter. Oui, merci Nadine. Donc Philippe Pointreau, moi je suis agronome, je travaille à Solagro depuis 40 ans maintenant, voilà, sur les questions d'agriculture et d'environnement, et plus récemment, depuis 2010, sur les questions aussi d'alimentation. Je suis co-rédacteur du scénario After 2050, qui est un scénario de transition agricole et alimentaire de l'agriculture française d'ici 2050. Voilà. Merci beaucoup Philippe. Aurélie? Oui, bonjour à toutes et à tous. Aurélie Catalo, je suis la coordinatrice de la plateforme pour une autre PAC. Comme le nom l'indique, l'organisation pour laquelle je travaille est compétente en matière de politique agricole commune, la PAC. Et pourquoi est-ce qu'on s'appelle une plateforme pour une autre PAC? Parce qu'on est un collectif interorganisation qui rassemble 40 structures françaises, à la fois des organisations paysannes et aussi des organisations de citoyens engagés sur les thèmes de l'environnement, du bien-être animal, de l'alimentation, etc., dont Génération Future. Merci beaucoup Aurélie. Benoît? Bonjour à tous, merci de m'avoir invité ce soir. Donc moi, je suis agronome aussi de formation. J'ai eu un parcours professionnel dans la recherche, en tant que scientifique, dans le public, dans le privé, dans la coopération agricole. J'ai travaillé pour des structures qui vendaient des pesticides, qui mettaient au point des OGM, qui mettaient au point des clones, pardon, donc sur le clonage. Donc voilà, des sujets pas du tout polémiques. Pour un jour en partir, devenir fonctionnaire. J'ai été conservateur du patrimoine dans la fonction publique. Je m'occupais de la préservation du patrimoine vivant. Et j'ai choisi de devenir paysan à l'âge de 40 ans, en reprenant une structure très intensive, très productiviste, très utilisatrice de pesticides, d'engrais de synthèse et d'irrigation, pour faire la démonstration que les alternatives aux pesticides, les alternatives aux engrais de synthèse sont regroupées dans une science qui s'appelle l'agroécologie et qui permet justement d'avancer sur les alternatives aux pesticides. Et puis, en 2010, j'ai fait le choix de me lancer dans une vie politique. Je suis devenu vice-président d'une région qui est la région Poitou-Charentes, où j'étais en charge de l'agriculture, de la ruralité, de la pêche et des cultures marines. Et depuis 2019, je suis eurodéputé, je siège dans le groupe des Verts. Et je siège dans la commission agricole, la commission pêche et la commission développement économique au Parlement européen. Voilà. Merci à tous les 3 pour cette présentation de votre parcours très riche aux uns et aux autres. Comme je l'évoquais au début de l'intervention, cette conférence de lancement s'inscrit dans le cadre de la 16e semaine pour les alternatives aux pesticides, qui est une semaine qui regroupe près de 50 partenaires nationaux et internationaux. Et la vocation de cette semaine, c'est de démontrer qu'il est possible et d'ailleurs souhaitable de se passer des pesticides de synthèse dans tous les domaines d'utilisation, d'ailleurs que ce soit l'agriculture, au jardinage, dans les collectivités. Et donc, sur le territoire, pendant 10 jours, du 20 au 30 mars, vont se tenir tout un tas d'événements. Alors, bien sûr, la pandémie qu'on connaît aujourd'hui rend parfois compliqué les organisations d'événements en présentiel, mais du coup, beaucoup d'organisateurs ont anticipé ces difficultés et ont fait le choix aussi de faire, comme nous ce soir, des visioconférences, des webinaires autour de ces thématiques. Cette année, le thème de la semaine pour les alternatives aux pesticides, c'est la souveraineté alimentaire. On n'a pas choisi ce thème au hasard, évidemment, avec l'ensemble des partenaires.
Ce thème s'est imposé de manière assez naturelle à nous, de par ce qui s'était passé déjà l'année dernière avec les différents confinements qui ont fait prendre conscience à un certain nombre de nos concitoyens la nécessité de réussir à s'approvisionner d'un point de vue alimentaire au plus proche de chez soi et de cette difficulté justement avec ces circuits longs aujourd'hui de pouvoir le faire de manière la plus correcte possible. Donc, ces questionnements en plus qui interrogent aussi sur notre modèle agricole dans son ensemble et donc sur cette utilisation des pesticides qui est devenue, on va l'aborder cette question, un usage assez malheureusement fréquent dans le milieu agricole. Benoît pourra en témoigner bien sûr, et ainsi que Philippe et Aurélie. Nécessite de s'interroger aujourd'hui sur nos politiques agricoles, sur les choix de société qu'on veut faire sur notre alimentation. Donc, voilà, on est vraiment ravis de pouvoir faire cette conférence de lancement sur ce thème-là avec vous. Et donc, je vous propose maintenant, chacun à votre tour, de faire une petite présentation de 10 minutes sur Philippe, notamment. On va commencer avec toi. Cette question aujourd'hui de ce modèle agricole et de ces échanges nord-sud qui finalement ne facilitent pas peut-être la mise en œuvre de cette souveraineté alimentaire ou en tout cas inclut des choix qui parfois peuvent être problématiques dans les politiques agricoles. Donc, Philippe, je te laisse le temps de 10 minutes environ pour nous faire une petite présentation liminaire sur ces sujets-là. Merci. Oui, donc, le sujet est un peu vaste, mais bon, je vais essayer de donner quelques éléments. Bon, d'abord, il faut savoir que la France, bien entendu, on parle toujours que la France exportatrice, nourrit le monde, etc. En fait, c'est très, très partiellement vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est que on importe énormément de produits. On importe pour l'équivalent de 30% de notre surface agricole et on exporte pour 40%, quoi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore la chance en France d'avoir un petit delta positif d'environ 10% de notre SAU, c'est-à-dire qu'on a, en fait, on peut nourrir un peu plus que notre population, mais pas beaucoup plus. Et ça peut, d'ici 10 ou 15 ans, si on ne change rien, on sera à zéro, quoi. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'on importe beaucoup de choses. Donc, est-ce que ça, c'est de la souveraineté ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, on ne maîtrise pas forcément les impacts que ça génère dans les autres pays. Donc, ça concerne bien entendu la plante la plus cultivée, importée, c'est le soja, qui vient en partie d'Amérique du Sud et qui est en partie lié à la déforestation, mais c'est aussi tous les produits tropicaux, le café, le cacao notamment, c'est l'huile de palme, c'est le coton qui n'est pas un produit alimentaire, c'est les oranges, notamment le jus d'orange qui vient du Brésil. C'est les avocats, les ananas, enfin bon, des produits qui sont aussi extrêmement traités, et souvent beaucoup plus qu'en France. Voilà. Donc c'est vrai que dans cette question de souveraineté, je pense qu'il y a en tout cas rééquilibrer un peu ces flux-là. L'objectif n'est pas de les mettre à zéro, parce que sinon ça va dire qu'on se prive de tout le café, tout le chocolat, enfin tout un tas de produits tropicaux qu'on ne peut pas produire, puis ça veut dire qu'on ne fait pas profiter aux autres certains de nos produits comme nos vins et le champagne, par exemple. Donc, je pense que l'idée, ce n'est pas d'arriver à zéro, c'est en tout cas de limiter ce qui peut l'être, notamment le soja, etc. Donc, ça, c'est un premier point. Après, c'est donc un rééquilibrage au niveau mondial. Après, il y a aussi un rééquilibrage à faire au niveau des régions, quoi. Parce qu'en fait, notre politique agricole n'a eu cesse de spécialiser les exploitations et les régions. Et là aussi, il y a la souveraineté, ça veut dire aussi à des échelles plus fines. Alors après, nous, on a travaillé dans un cadre prospectif à 2050, c'est-à-dire que la souveraineté, je pense qu'il faut la raisonner quand même aussi dans un cadre beaucoup plus large, durable. Et qu'est-ce que dit notre scénario, en fait? C'est qu'il faut aller vers un régime plus végétal et plus bio. Alors bio, bon, ça résout notamment le problème ou en tout cas, ça le réduit le problème des pesticides, mais aussi de la biodiversité. Et plus végétal, c'est aussi économiser un certain nombre de surfaces et réduire les gaz à effet de serre. Ça veut dire en fait privilégier uniquement les élevages vertueux et arrêter les élevages à caractère, on va dire, industriel. Donc ça, c'est un cadre important qui permet aussi de relier les enjeux de santé publique et d'environnement. Et si aujourd'hui, notre plan national nutrition santé, le 4e pour la France, recommande de consommer des produits non contaminés par les pesticides,
c'est pas anodin, c'est pour des raisons de santé publique, quoi. Voilà. Donc il faut que cette souveraineté s'insère dans ce cadre plus vaste qui va faire modifier, je dirais, à la fois notre alimentation et notre agriculture. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est bien l'alimentation qui fera changer l'agriculture. Bon, bien entendu, Aurélie parlera de la PAC. On va se battre sur cette nouvelle PAC pour qu'elle soit différente, mais enfin, rien n'est encore gagné. Là où on peut quand même jouer déjà, c'est sur l'alimentation et ça aura aussi un impact important. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on veut respecter l'accord de Paris de 1,5 degré, c'est aussi une des raisons pour modifier notre alimentation, mais ça veut dire aussi que la France va devoir sortir des énergies fossiles d'ici 2050. Nous, on souhaite aussi, comme Négawatt, sortir de l'énergie nucléaire. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aussi repenser tout notre système énergétique et voir aussi la contribution que pourra avoir la biomasse pour l'énergie et pour d'autres matériaux qui sont aujourd'hui fabriqués à partir du pétrole. Enfin, peut-être pour terminer sur ce décor, il y a la question de la pêche. Quand on parle de souveraineté alimentaire, la France importe 2/3 des poissons qu'elle consomme. On consomme beaucoup plus que la moyenne mondiale. Donc c'est vrai que là aussi, la souveraineté alimentaire, ça veut dire en consommer moins et en laisser un peu plus à des pays dont c'est l'apport principal de protéines. Voilà, il faut avoir en tête quand même que la France est pratiquement le premier pays consommateur au monde de protéines. On est à peu près à égalité avec les États-Unis. Et on est un des plus gros consommateurs de protéines animales. Donc, la souveraineté alimentaire, pour moi, c'est bien entendu plus reprendre la main à des échelles géographiques, certainement aussi relocaliser certaines productions, mais ça doit se faire dans un cadre durable, tel que l'a défini la FAO en 2010, avec une définition de ce qu'était l'alimentation durable, quoi. Voilà peut-être ce que je dirais en introduction, avec cet enjeu fort de vraiment réduire la consommation de pesticides. On organisera dans le cadre de cette semaine aussi mardi là, une conférence sur alimentation bio, cancer et pesticides. Et on voit clairement qu'il y a un lien direct aujourd'hui entre les pesticides et certains cancers, notamment le cancer du sein, et qu'il faut absolument qu'on change. Il y a aussi le fait que si on regarde aussi la qualité des eaux distribuées en France, on a une majorité aujourd'hui des captages d'eau qui sont pollués largement par les nitrates, mais aussi par les herbicides, à des degrés qui font que la situation n'est plus du tout durable, quoi. Voilà. Donc il est important que tout ça change. Super, merci beaucoup Philippe pour cette introduction très claire et cette mise en perspective transversale et un peu globale de la situation. Pour revenir juste sur un petit point sur la conférence que vous organisez bien sûr le 25 mars, tous les internautes pourront retrouver toutes ces informations à la fois sur le site de la semaine et puis sur les réseaux sociaux de la semaine pour les alternatives aux pesticides. On mettra bien sûr en avant cet échange, cette conférence très utile et qui sera très intéressante sur le cancer à venir. Tu évoquais la question aussi des choix politiques et notamment de la future politique agricole commune. Je m'empresse donc de passer la parole à Aurélie pour qu'elle puisse nous faire un point aujourd'hui de là où on en est, quels sont les enjeux à venir et qu'est-ce qu'on peut espérer de cette PAC justement sur ce sujet majeur d'aujourd'hui, la relocalisation et redistribution correcte des subsides de l'Union européenne en direction de modèles agricoles bien plus durables qui nous permettent peut-être justement d'envisager quelque chose de plus souverain en termes d'alimentation. Entendu, je vais essayer d'aborder ces sujets en 10 minutes. Mais pour commencer, si vous le voulez bien, je vais faire un petit retour sur l'existant et sur ce que fait ou ne fait pas la PAC aujourd'hui, ce qui nous aidera à comprendre l'ampleur de la réforme qu'on doit essayer de négocier en ce moment. Tout d'abord, la politique agricole commune, il faut avoir en tête son effet extrêmement structurant sur la totalité du modèle agricole et alimentaire de l'Union européenne et donc de la France. On ne peut pas envisager atteindre la souveraineté alimentaire en France
contre la PAC. Il va falloir que la PAC, elle se réoriente vers cet objectif-là si on souhaite l'atteindre, sans quoi ce ne sera pas possible. Un petit chiffre, la PAC, c'est quand même 9 milliards d'euros de subventions par an pour la seule France, un peu plus de 50 milliards par an à échelle de l'Union européenne. Donc on parle quand même d'un gros paquebot, et d'un gros paquebot auquel les paysans français notamment sont extrêmement dépendants. Donc de manière naturelle, dans la mesure où les prix qui sont payés aux agriculteurs ne sont pas suffisants pour leur permettre de survivre, ils sont tentés de maximiser le montant d'aide PAC qu'ils peuvent toucher par an, et ce pour avoir des revenus à peu près décents. Et donc, naturellement, ce que la PAC induit comme règle pour toucher le plus de subventions et ce vers quoi les agriculteurs vont se tourner. Et comment est-ce qu'elle fonctionne, cette PAC ? Eh bien, le principal outil de la PAC, ce sont, je pense que la plupart de nos auditeurs en ont déjà entendu parler, mais des aides de base à l'hectare. C'est-à-dire que c'est un montant d'aide qui est alloué à la surface, indépendamment de ce qui est produit et de comment c'est produit. Donc, 1 hectare de blé va recevoir exactement le montant pour ces aides-là de base à l'hectare, s'il est en bio ou pas en bio, et il va recevoir la même chose s'il est en blé ou si finalement, à la place, c'était du chou-fleur. Le fait que ces aides soient alliées à l'hectare, ça veut dire de manière résumée que plus il y a de surface, plus il y a d'aides. Et donc, c'est ce mécanisme-là principalement qui va induire un système agricole et alimentaire qui est globalement, selon nous, très peu compatible avec un objectif de souveraineté alimentaire. Pourquoi ? Eh bien parce que les aides à l'hectare vont concourir à l'agrandissement des fermes et à la spécialisation des territoires, phénomène qu'évoquait déjà Philippe tout à l'heure. Et donc, en fait, on va avoir des fermes qui, de plus en plus, vont produire un même type, on va dire, d'aliments, indépendamment de la demande locale ou même nationale pour ce produit-là, et qui donc vont plutôt produire en bonne partie pour l'export. Et d'un autre côté, le corollaire de ça, c'est que les productions alimentaires qui par essence se font sur des petites surfaces, comme par exemple le maraîchage pour les légumes, l'arboriculture pour les fruits, eh bien, ce sont des productions qui sont extrêmement peu soutenues par la PAC. Quand on fait du maraîchage sur 2 hectares, ça veut dire qu'on a 2 fois le montant des aides à l'hectare. Alors que quand on fait des grandes cultures sur 250 hectares, ce qui n'est pas non plus absolument immense ici pour des grandes cultures, on a 250 fois le montant d'aide à l'hectare. Donc, c'est quand même autrement plus fructueux d'un point de vue des aides PAC. Donc, tout à l'heure, Philippe le disait, on a des productions qui sont excédentaires en France, notamment sur les céréales, mais aussi le lait, par exemple, parce que ce sont des types de productions qui sont très soutenus par la PAC, et à l'inverse, sur les fruits et légumes frais, très peu soutenus par la PAC, on est déficitaire en France, et également, ça coûte cher aux consommateurs. Ce sont des denrées qui sont quand même proportionnellement relativement chères pour nos consommateurs. Donc, on a des mécanismes de la PAC qui, dans leur majorité, sont antinomique avec des objectifs de relocalisation et de diversification de la production. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a strictement rien dans la PAC qui tente de favoriser la relocalisation et la diversification. Il y a des mesures qui visent ces objectifs-là, mais qui sont marginales par rapport à l'aide massive et principale de la PAC, qui sont ces fameuses aides à l'hectare dont je vous parlais là. Interrogeons-nous peut-être un peu plus aussi sur le pourquoi de la PAC. Est-ce que la PAC, elle a un objectif de souveraineté alimentaire et donc est-ce qu'elle échoue à cet objectif-là ? Eh bien, en fait, quand on regarde le traité européen qui encadre les objectifs de la PAC, sur le papier, c'est écrit que la PAC, elle a un objectif de sécurité alimentaire et un objectif d'assurer une alimentation pour tous les citoyens européens. La notion de souveraineté alimentaire, elle ne figure pas dans le traité européen. Et en fait, ça change pas mal la donne. Hein. Sécurité et souveraineté alimentaire ne sont pas synonymes. Et ce que veut dire sécurité alimentaire, ça veut dire qu'il faut produire en masse pour que tout le monde ait l'assiette remplie. On va dire ça comme ça. Et il est vrai que la PAC, elle est parvenue par le passé à apporter, surtout au sortir de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, à apporter plus d'alimentation en quantité. Mais ce que ça ne veut pas dire qu'elle doit apporter une alimentation saine au sens d'une alimentation diversifiée. Si votre assiette elle est remplie de pâtes de blé,
ça convient à l'esprit de la PAC. Il ne s'agit pas forcément d'avoir les petits légumes à côté ou que sais-je, ce dont vous avez envie de vous nourrir. Et ça ne veut pas non plus dire que c'est une alimentation saine au sens plutôt de ce qu'évoquait là Philippe, de la manière dont c'est produit. Est-ce qu'il y a des perturbateurs endocriniens dedans? Ça, ce n'est pas non plus dans les objectifs de la PAC. Donc, cette notion de sécurité alimentaire, elle n'intègre pas la notion d'alimentation diversifiée, d'alimentation choisie, d'alimentation saine, et également à mettre en perspective par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, en particulier depuis 1 an avec la crise sanitaire, c'est qu'en fait, cette notion de sécurité alimentaire, elle-même, sans parler de souveraineté, elle est de moins en moins remplie. On voit qu'en France, le nombre de citoyens qui ont recours à l'aide alimentaire va croissant. On est à peu près aujourd'hui à une évaluation de 9 millions de Français qui quotidiennement ont recours à l'aide alimentaire. Et donc en fait, même ce simple objectif de sécurité alimentaire, aujourd'hui, il n'est plus rempli. Donc de là à avoir un objectif de souveraineté alimentaire, je pense que je l'aurais déjà assez dit, on en est loin. Donc, maintenant qu'on a le constat, juste pour la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? On a l'opportunité, là, en ce moment, d'être en train de négocier une réforme de la politique agricole commune. Quand je dis on, c'est un on assez large, puisque cette PAC, la réforme de la PAC se négocie à la fois au niveau européen, et là, peut-être que Benoît Biteau voudra en dire un mot. Elle se négocie également au niveau national, et puis même avec une petite déclinaison régionale. Et on est en train de mener ces 3 niveaux de front en ce moment même. Et la réforme de la PAC, c'est vraiment l'occasion de réintroduire éventuellement une composante alimentaire dans cette PAC, une vocation alimentaire dans cette PAC, et de ne plus penser seulement la production agricole en soi, sans se demander qui la mange, où elle va ensuite, mais de penser une agriculture au service de la souveraineté alimentaire de l'Union européenne. La réforme de la PAC en cours, ça va vraiment se jouer là dans les prochains mois, tant au niveau européen que national. C'est une vraie bataille. Il y a énormément de jeux de pouvoir autour de la réforme de la PAC. Et même si le sujet n'est pas très sexy pour nos concitoyens, cette politique agricole commune n'est pas très connue, il faut quand même vraiment que chacun ait conscience de son existence et conscience de à quel point elle est structurante pour ce qu'on a dans notre assiette, mais aussi pour d'autres enjeux comme la qualité de l'eau, comme l'entretien des paysages, etc., etc. Et donc, on a quand même, nous, besoin, acteurs qui tentons de tirer un peu la couverture de cette réforme de la PAC vers une meilleure prise en compte de l'objectif de souveraineté alimentaire. Nous avons besoin d'un soutien de nos concitoyens pour qu'eux-mêmes fassent comprendre à leurs élus qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi sur la PAC, qu'ils ont conscience que ça les concerne aussi. D'ailleurs, ils sont contribuables pour financer cette PAC. Et donc, il ne faut pas que cette PAC, elle se négocie de manière opaque, sans prise en compte des attentes citoyennes en faveur d'une meilleure alimentation. Merci beaucoup Aurélie pour cette première introduction très claire. Alors ça suscite déjà quelques questionnements qu'on abordera une fois qu'on aura fait ce premier tour de table. Et tu évoquais justement la place aujourd'hui du Parlement et donc de ses choix. Comment en fait aujourd'hui un élu, qu'il soit eurodéputé, mais toi Benoît qui a aussi eu ce rôle en tant qu'élu régional, peut influer et peut permettre finalement une politique, des politiques publiques qui soient plus en faveur de cette souveraineté alimentaire. Comment ces choix peuvent se faire et en quoi un élu de la République peut-il avoir cette influence au sein de parlements différents? Alors déjà, en partant des constats que je partage, et je remercie Philippe et Aurélie de leur brillante présentation, j'espère que je vais être aussi bon qu'ils l'ont été sur cette tentative de vulgarisation d'un sujet qui n'est pas si simple que ça. Et donc, moi, je m'appuie énormément sur les constats et l'état des lieux que nous ont présentés Philippe et Aurélie. Dans un objectif très simple, et c'est ce que j'essaie de faire dans mon rôle de parlementaire, c'est de replacer ce sujet, qui est le sujet de l'agriculture et le sujet de l'alimentation, dans un débat de société. Si aujourd'hui, on constate les dérives qu'ont très bien décrit Philippe et Aurélie, c'est parce que ce débat autour de l'agriculture est confiné dans un débat agricolo-agricole, dans un débat corporatiste, où les agriculteurs et les partenaires de l'agriculture décident
des orientations que doivent prendre l'agriculture et décident de la manière dont l'agriculture va produire la nourriture qu'on va proposer aux citoyens. Et c'est ce qui explique que ce débat-là est parasité par des intérêts qui ne sont pas les intérêts de la sécurité alimentaire, ni même encore moins sûrement de la souveraineté alimentaire. Et je remercie Aurélie d'avoir introduit cette subtilité importante qui est entre sécurité alimentaire, qui n'est que de l'arithmétique. On produit tant de calories, on divise par le nombre d'habitants, et quand on a dépassé, je crois que c'est 2000, tu m'arrêtes Philippe si je dis des bêtises, mais 2000 calories par habitant, on a atteint la sécurité alimentaire, alors que la souveraineté alimentaire, pardon, convoque d'autres notions, la notion de produire localement, la notion de produire diversifié, la notion de liberté aussi, d'accès à la nourriture. Enfin, il y a toutes ces dimensions-là qui sont nettement plus subtiles dans la souveraineté alimentaire. Et donc, on voit bien que ces logiques corporatistes ont intégré d'autres paramètres que la seule sécurité ou la seule souveraineté alimentaire, et ont intégré des logiques qui parasitent cette entrée de sécurité ou de logique de souveraineté alimentaire. C'est par exemple la volonté d'être coûte que coûte sur un marché mondial avec cette conviction qu'un marché tourné vers l'ultralibéralisme va permettre à l'agriculture d'être économiquement plus pertinente. Et on voit les dégâts que ça a pu faire sur un débat très récent pour faire le lien avec les pesticides et la réhomologation des néonicotinoïdes sur les betteraves. C'est-à-dire que si je prends cet exemple très concret, pourquoi est-ce que la filière betteravière est aujourd'hui en difficulté? C'est parce qu'on a effacé l'outil de régulation du marché du sucre de betterave, et que dans cette logique de disparition des quotas betteraviers, on a encouragé les betteraviers à produire toujours plus de betteraves, et que pour produire toujours plus de betteraves, on a utilisé toujours plus d'intrants, et notamment l'azote, et qu'au final, parce qu'on a utilisé beaucoup plus d'intrants, on a rendu plus sensible la betterave à ces attaques de pucerons qui sont vecteurs de la jaunisse nanisante. Mais le puceron devient le responsable, le coupable idéal de la difficulté de la filière betteravière, sauf qu'en réalité, au moment où on supprime les quotas, où on produit plus de betteraves, avec cette logique ultralibérale, on met beaucoup plus de betteraves en marché, et comme c'est la loi de l'offre et de la demande qui permet l'établissement des cours de la betterave, eh bien les cours s'effondrent. Et donc, on produit plus de betteraves, on les vend moins cher, et donc, au bout du bout, le chiffre d'affaires, il est plus faible que quand on en produisait moins. Sauf que pour en produire plus, parce qu'on a mis plus d'azote, parce qu'on a mis plus de pesticides, on a fait augmenter de façon incroyable les coûts de production, et donc, chiffre d'affaires plus faible, coût de production en hausse, le betteravier, il n'a plus de revenus. Et là, arrive une conséquence de ces choix de production, c'est l'invasion par les pucerons, parce qu'on a mis plus d'azote et que la betterave est plus sensible à une invasion de pucerons quand elle est turgescente et fortement soutenue par une fertilisation azotée, parce qu'on a mis beaucoup plus de pesticides qui ont tué les pucerons, mais qui ont tué aussi les prédateurs des pucerons, et donc on se retrouve avec une impasse dans cette logique ultralibérale qui ne sert pas les producteurs et qui sert ceux qui vendent les semences de betterave, qui vendent l'azote de synthèse, qui vendent les pesticides pour mettre sur les pucerons, et qui, au bout du bout, fait que la filière est en grave difficulté. Et là, on trouve un coupable idéal, ça s'appelle le puceron, et on réhomologue les néonicotinoïdes, mais les néonicotinoïdes ne régleront pas le problème de la filière betteravière. Le problème de la filière betteravière, c'est de continuer de croire qu'on peut jouer sur le marché mondial, comme la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, jouer sur le marché mondial et penser que c'est le salut de l'agriculture. Et c'est l'exact inverse de la définition de la souveraineté alimentaire que nous proposait Aurélie tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est dans des logiques exportatrices, et je reviens sur ce qu'a dit Philippe quand il dit que effectivement cette agriculture est très exportatrice, mais elle est aussi très importatrice. Et quand on regarde le bilan de la balance commerciale de la France, par exemple, qui met 6 à 7 milliards d'euros positivement dans cette balance commerciale, on se rend compte que, en vérité, on a exporté beaucoup, mais on a importé beaucoup, et que finalement, sur les denrées,
de première nécessité que peuvent être le blé, les protéines. On équilibre à peu près la balance importation-exportation et que le peu de valeur que propose cette balance commerciale positive, c'est en vérité les produits de luxe. C'est le cognac, c'est le champagne, c'est les vins de Bordeaux qui sont un petit clin d'œil à ma copine Valérie Murat qui vient d'être condamnée pour dénigrement de la filière de Bordeaux parce que dans les vins HVE de Bordeaux, on trouve beaucoup de pesticides, au moins autant que ceux qui ne sont pas certifiés HVE. Eh bien, ces filières-là sont des filières de luxe qui font effectivement de la balance commerciale, mais qui sont loin d'être propres en termes de pesticides. Alors, pour répondre à ta question, Nadine, comment est-ce qu'un élu essaie de faire bouger les lignes? Eh bien, tout simplement en mettant sur la table ces données objectives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire, on ne sait pas, comme on le disait il y a 20 ou 30 ans, et mon père qui était agriculteur, qui a adhéré à ce modèle-là, moi, je ne lui jette pas la pierre, parce qu'effectivement, au moment où on leur a demandé de produire beaucoup, à grand renfort de pesticides, à grand renfort d'engrais de synthèse, à grand renfort de semences certifiées, ces gens-là ne connaissaient pas les dégâts collatéraux de ces pratiques-là. Et ils ont relevé le défi de produire beaucoup pour atteindre cette sécurité alimentaire. Sauf qu'aujourd'hui, les dégâts collatéraux, on ne peut plus dire qu'on ne les connaît pas. Et c'est là où les politiques publiques doivent intervenir, parce que l'agriculture, et il faut garder ça toujours à côté de notre petite oreille quand on parle de ce sujet agricole, est une activité économique lourdement soutenue par l'argent public. Et au-delà des 9 milliards d'euros dont Aurélie a parlé, qui sont les 9 milliards d'euros qu'envoie l'Union européenne sur le territoire national pour soutenir une activité économique qui s'appelle l'agriculture, sans beaucoup de conditionnalité, comme l'a très bien dit Aurélie, parce que beaucoup de cette enveloppe n'est pas conditionnée à des pratiques agricoles vertueuses, mais à des références historiques pour compenser des prix au moment où l'agriculture est arrivée sur le marché mondial. On n'a pas le temps d'expliquer l'histoire de la PAC. Viennent s'adosser à ces 9 milliards d'euros, à peu près 5 milliards d'euros qui vient de l'État, qui vient des régions et qui fait qu'en vérité, c'est 14 milliards d'euros sur la table en France pour accompagner l'agriculture. Et que la majorité de cette enveloppe accompagne une agriculture sur laquelle on n'a posé aucune conditionnalité, aucune réciprocité, ou très peu, et qui fait que la grosse enveloppe est consommée par les agriculteurs les plus gros utilisateurs de pesticides et d'engrais de synthèse. Et que tant qu'on utilisera l'enveloppe pour perfuser ce modèle économique-là, on n'a plus d'enveloppe pour accompagner la transition vers des alternatives aux pesticides, vers l'agroécologie. Et moi, j'en rajoute une couche, je m'autorise à le faire, c'est qu'on a des politiques publiques qui aujourd'hui sont tournées vers les solutions curatives. C'est-à-dire que cette agriculture qui mobilise beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais de synthèse, dégrade la biodiversité, dégrade le climat, dégrade la santé des consommateurs et nécessite qu'on engage des politiques publiques curatives qui sont extrêmement coûteuses. Sur l'eau, par exemple, pour retirer les pesticides et les nitrates qui ont rejoint les ressources en eau, et pour recréer de l'eau potable, on doit engager des enveloppes publiques absolument pharaoniques qui peuvent représenter entre 5 et 9 fois l'enveloppe PAC. Si demain, on a un peu d'audace politique et de courage politique pour dire ces enveloppes publiques existantes et dirigées, orientées vers des politiques curatives, sont demain orientées vers des politiques d'anticipation qui vont venir rémunérer l'agriculteur qui cette fois, ne va pas dégrader ses ressources fondamentales, mais va les entretenir, va en prendre soin, on va le rémunérer pour un service rendu à l'intérêt commun. Et donc là, on a une solution pour mieux rémunérer les agriculteurs et on a des solutions pour apporter des réponses à une alimentation plus saine et au respect des ressources fondamentales, vitales, que sont l'air qu'on respire à chaque instant, l'eau qu'on boit tous les jours et la nourriture qu'on met dans notre assiette à chaque instant. Et donc, la subtilité pour un élu comme moi, c'est de sortir de ce débat agricolo-agricole, sortir des intérêts qu'ont ceux qui cherchent à confiner ce débat dans la sphère agricolo-agricole et le porter dans un véritable débat de société. Et ce qu'on fait au Parlement européen, bien sûr, la commission agricole, elle est surtout représentée par des gens du corporatisme agricole. Mais quand le débat vient au Parlement européen, les 705 eurodéputés sont une représentation de la population européenne et ces 705 eurodéputés sont quelque part
traversée aussi par ce débat de société, c'est-à-dire qu'on a des citadins, on a des gens qui sont inquiets de l'avenir du climat, inquiets de l'avenir de la biodiversité, inquiets de la santé et qui font de l'agriculture un vrai enjeu. Et donc, c'est comme ça qu'on arrivera probablement à faire bouger les lignes. On est encore trop peu nombreux. En octobre 2020, j'ai déposé un amendement de rejet de cette PAC. C'est déjà une performance, c'est-à-dire que mon ami José Bové avait parié avec moi un bon dîner, et donc on attend que le confinement s'arrête, mais avait parié que je ne réussirais pas le pari d'un amendement de rejet. L'amendement de rejet a été déposé, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que un tiers des parlementaires européens n'ont pas voté cette PAC parce que la prise de conscience commence à émerger. Et ça, c'est l'autre grande surprise derrière l'amendement de rejet, c'est que même si ça ne suffit pas pour repousser cette PAC, c'est qu'un certain nombre de députés ont conscience qu'on est sur la mauvaise route, sur le mauvais chemin avec cette PAC-là, et qu'on doit la modifier en profondeur. Et les deux grands axes, et je m'arrêterai là-dessus, sur lesquels nous devons travailler pour qu'on inverse des tendances lourdes à celles que Aurélie a très bien expliquées quand elle prend l'exemple du maraîcher qui est très peu aidé et qui pourtant participe à la souveraineté alimentaire, c'est de sortir des aides par unité de surface et avancer vers une distribution des aides publiques par unité d'actifs, par unité de main-d'œuvre. Ça peut être une première façon de changer fondamentalement le cœur du réacteur. Et la deuxième entrée, c'est ce que j'appelle la conditionnalité, la réciprocité. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, ça doit être l'un et l'autre, et faire en sorte que dès le premier euro versé aux agriculteurs, dès le premier euro versé d'argent public pour injecter dans l'économie agricole, on pose des règles de conditionnalité et de réciprocité de manière à ce que les agriculteurs, quand ils reçoivent des aides, s'inscrivent dans des pratiques qui respectent l'intérêt commun. Et l'objectif, ce n'est pas de faire de l'ingérence dans les choix d'entreprise, entre guillemets, des chefs d'entreprise que sont les agriculteurs, c'est d'orienter les politiques publiques. Et ceux qui voudront continuer demain à utiliser des pesticides ou des engrais de synthèse ou à faire de l'élevage concentrationnaire, si c'est leur choix d'entreprise, on ne pourra peut-être pas les en empêcher. Il faudra quand même qu'ils restent en conformité avec la réglementation. En revanche, ce que moi je dis en tant qu'élu, en tant que garant du bon usage des aides publiques, c'est que pour ces logiques-là, qui utilisent massivement des pesticides, des engrais de synthèse ou des logiques tournées vers l'élevage concentrationnaire, il n'y a plus d'argent public sur la table pour perfuser cette économie-là. Et donc, ça nous ouvre en tout cas des possibilités de redéploiement d'une enveloppe publique pour accompagner une autre forme d'agriculture qui pourra cette fois s'affranchir de ces pesticides, de ces engrais de synthèse ou de ces pratiques d'élevage et qui permettent justement de soutenir les alternatives et qui surtout permettent, dans une approche globale, de satisfaire les principaux défis qui sont en face de nous autour du climat, autour de la biodiversité et autour de la santé. Voilà l'enjeu pour un élu comme moi qui tente de faire bouger les lignes d'une politique aussi forte que la politique agricole commune, qui représente quand même plus d'un tiers du budget total de l'Union européenne. Super, merci beaucoup Benoît pour ces éléments qui suscitent le débat. Alors c'est vrai que la PAC, c'est un sujet quand même complexe, ça a été dit à plusieurs reprises par vous. Et malgré tout, on a pas mal de questions sur ce sujet, alors des questions très techniques, et puis je vais en poser une à la fin un peu provocatrice, mais donc dans les questions qu'on a, il y a eu une question sur la PAC. Est-ce qu'il y a une différence entre agriculture rurale et périurbaine qui est pris en compte à l'intérieur de la PAC? Je vais formuler les autres questions et puis ceux qui notamment veulent répondre, n'hésitez pas, je pense à Aurélie sur cet aspect-là. De la même, tu as déjà un peu répondu Benoît à cette question, mais est-ce qu'à l'intérieur de la PAC, il est prévu justement de prendre en compte la souveraineté alimentaire et les effets environnementaux? Alors je pense que c'est cette idée de est-ce qu'il y a une bonne orientation dans la PAC à venir sur les aides en direction des aspects positifs de l'agriculture sur l'environnement? Est-ce que ça c'est bien pris en compte? C'est une question à laquelle vous avez déjà un petit peu répondu, mais on peut préciser là-dessus. Et puis, il y a une autre question sur… alors, ça, c'est peut-être aussi plus largement une question sur… En gros, on fait quoi maintenant pour pouvoir permettre finalement le développement d'un autre modèle agricole? Ça peut-être plutôt une question pour toi, Philippe, notamment sur les scénarios qui ont été envisagés, comme dans le cadre de scénario After, peut-être un peu plus développé et précisé là-dessus.
Et moi, j'aurais du coup une question un peu provoque, mais pourquoi on ne supprimerait pas la PAC dans ces cas-là, si on voit que finalement elle est biaisée est-ce qu'il n'y a pas un enjeu autour de la rémunération du travail des agriculteurs aussi pour pouvoir finalement mieux répondre à ces besoins et peut-être réenvisager des vraies orientations du monde agricole vers quelque chose qui soit plus local, plus durable du coup, quoi. Sur les premières questions, peut-être Aurélie, ensuite sur l'aspect comment on fait pour changer de système, Philippe, et puis sur la fin de la PAC, peut-être Benoît à la fin, quoi. Si ça vous va comme ça. Oui, alors sur la première question qui était effectivement très précise, non, le caractère périurbain d'un hectare agricole ne change pas du tout le montant de l'aide à l'hectare qui est reçue. Je vais apporter une petite nuance par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On rentre un peu dans la technique, mais c'est qu'en réalité, tous les hectares en France ne reçoivent pas le même montant. Mais ce n'est pas lié au caractère périurbain ou pas. C'est lié à ce qu'on appelle dans notre jargon technique des références historiques. Donc en fait, les territoires qui historiquement avaient des bons rendements en grande culture ont eu un montant à l'hectare plus élevé que des territoires qui étaient par exemple herbagés en montagne. Néanmoins, il y a un phénomène qui fait que ces valeurs-là sont en train de converger, en train de se rapprocher d'une moyenne nationale. Donc, on n'a plus d'énormes écarts en France, mais on a quand même encore quelques divergences. Ce qui, en fait, explique surtout que, par exemple, comme je le disais, un maraîcher périurbain va a priori recevoir peu d'aides PAC. C'est pas vraiment qu'il est en zone périurbaine, c'est plutôt qu'il est maraîcher sur quelques hectares et donc il ne va pas cumuler beaucoup de droits à aide sur des hectares. Et si je peux me permettre, je vais dire un mot, mais très rapide, sur la toute dernière question sur et si on supprimait la PAC. Je comprends totalement que le constat pas très reluisant que j'ai dressé, notamment sur la PAC, puisse amener à poser légitimement cette question-là. Mais si la structure pour laquelle je travaille s'appelle pour une autre PAC et non pas pour plus de PAC, c'est qu'il y a une raison. C'est que, d'une part, on est quand même très loin d'une situation où les prix et les marchés suffisent à rémunérer l'agriculture, les agriculteurs notamment. Donc, si on supprime la PAC sans qu'il y ait un bouleversement total dans les accords de libre-échange, l'Organisation mondiale du commerce, le poids des agriculteurs dans la chaîne de valeur par rapport aux acheteurs, c'est envoyer à la casse totale l'extrême majorité des fermes françaises, ce qui est sans doute absolument pas du tout ce qu'on souhaite. Et par ailleurs, il y a aussi une responsabilité politique historique de la PAC sur ce vers quoi elle a orienté les agriculteurs. Et donc, il y a aussi une responsabilité politique du présent et du futur à redresser la barre et à dire aux agriculteurs, OK, on s'est trompé, on vous a envoyé trop loin dans une direction qui n'est pas souhaitable, qui n'est pas durable. Et donc, maintenant, à la politique également, de réenvoyer le bon signal pour réorienter massivement le système agricole et alimentaire européen. Et je laisserai mes collègues répondre pour le reste. Merci beaucoup, Philippe. Oui. Déjà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un point quand même, un point commun entre nous trois, c'est vraiment que l'importance de l'alimentation dans le débat. C'est-à-dire que là, il y a politique agricole, il n'y a pas le mot alimentation, et je pense qu'un gros enjeu à ne pas rater, c'est comme l'a dit Benoît, c'est d'élargir au système alimentaire et pas se limiter au système agricole. Juste un mot sur la question de l'agriculture périurbaine. Je veux dire deux choses. Il y a quand même une réussite dans la politique agricole commune jusqu'à maintenant, c'est quand même la politique de la montagne. Donc il y a bien une politique spécifique de la montagne avec ce qu'on appelle les indemnités compensatrices des handicaps naturels, qui a été quand même assez réussie. En plus, elle s'est alliée à de nombreux AOP où la montagne a su développer des produits de qualité malgré les grosses contraintes qu'ils ont. Et ça, c'est une vraie réussite. Ça aurait pu être étendu même à des zones de marais, puisqu'il y avait aussi la possibilité d'étendre dans les zones à contraintes environnementales. Donc là, il y a quand même une opportunité qui a fonctionné et qui pourrait encore fonctionner. Après, juste pour venir sur les zones périurbaines, en fait, il faut voir aussi que dans ces zones-là où il y a une énorme pression foncière et où on perd beaucoup de terres agricoles, il y a quand même la question aussi de la plus-value foncière. C'est-à-dire que quand on regarde la plus-value qu'il y a sur la vente de terrains agricoles en terrain à bâtir, ça représente entre 4 et 5 milliards d'euros par an, c'est-à-dire la moitié des aides de la PAC. Donc, en tout cas, l'agriculture, les heureux propriétaires de terres en zone périurbaine, eux, il faut une grosse plus-value qui n'est pas du tout mutualisée et qui va à quelques heureux élus qui ont eu la chance d'avoir des terrains qui maintenant se trouvent constructibles. Voilà. Alors après, ce que je pense, c'est que dans les moyens, je reviens toujours sur l'alimentation,
on a la chance d'être doté, et je pense que certains pays de l'Union européenne le sont aussi, d'un plan national nutrition santé qui est une vraie feuille de route pour l'agriculture, qui dispose de moyens, mais vraiment dérisoires. En plus, le ministère de la Santé aujourd'hui a tellement d'autres chats à fouetter qu'on n'en parle même pas. C'est quelque chose que la plupart des gens ne connaissent pas. Pourtant, il y a une feuille de route, quoi. Par exemple, si on reprend le cas des légumes, il est clairement dit que 100% des Français devraient consommer 20% de produits végétaux bio tous les ans ou par semaine, comme on veut, quoi. Donc, ce n'est pas seulement les 20% de bio dans la restauration collective, c'est globalement, tous les Français devraient avoir à disposition 20% de produits végétaux bio, et cela d'ici 2023. Donc, comment on va faire? On n'est pas du tout équipé, et la PAC, finalement, devrait répondre à ce genre d'objectifs, tout comme la réduction des produits phyto qui aurait dû déjà avoir lieu et qui n'a toujours pas lieu, quoi. Donc, pour moi, il y a un véritable le système, les objectifs alimentaires devraient chapeauter les objectifs agricoles. C'est l'alimentation qui devrait driver la politique agricole. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est que il va falloir soutenir encore plus fortement la bio dans cette politique. On a quand même rappelé qu'on a supprimé les aides au maintien de la bio par l'État. Quelques régions, notamment celle de Benoît en Nouvelle-Aquitaine, une des rares régions encore à soutenir le maintien. Donc, au moment où on parle de paiement pour services environnementaux, de conditionnalité, déjà, il faudrait maintenir l'aide à la bio qui répond à beaucoup d'enjeux. Et là aussi, il y a moyen de coupler beaucoup de choses. Il y a des métropoles, comme la métropole de Rennes. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de collectivités ont des gros enjeux sur l'eau, avec des captages menacés soit par les nitrates, soit par les pesticides. Et là, il y a un cercle vertueux à trouver entre les agriculteurs situés dans ces zones à enjeu, les consommateurs, les collectivités locales, pour essayer d'accompagner ces agriculteurs-là vers une agriculture agroécologique plus vertueuse qui ne menace pas la qualité de l'eau, et de l'autre côté, faire que les consommateurs payent éventuellement plus cher ces produits-là, mais ils paieront moins cher demain leur eau, quoi. Donc là, il y a vraiment des choses à imaginer. Voilà, donc pour moi, peut-être le changement, c'est aussi la place que vont avoir les collectivités locales dans cette politique agricole, qui jusqu'à maintenant ont été totalement ignorées. Aujourd'hui, la plupart des collectivités sont dotées d'un plan alimentaire territorialisé. Donc, comment la PAC va accompagner ces plans-là qui finalement permettent une véritable réflexion des acteurs du territoire sur le système alimentaire qu'ils veulent développer. Donc la PAC, par exemple, devrait aider aussi à la mise en place de ces plans alimentaires, devrait aider à l'objectif de la restauration collective où on a 50% de produits labellisés, dont 20% de bio. Voilà, là aussi, il y a des moyens à mettre pour que finalement, cette politique agricole bénéficie à tous les acteurs et permette réellement de restaurer l'état de l'environnement, notamment de l'eau, notamment de la biodiversité qui s'effondre dans les espaces agricoles, et puis aussi les gaz à effet de serre, quoi. Merci beaucoup, Philippe. Alors, je vais me permettre de donner après la parole là-dessus à Benoît. Alors, juste pour revenir sur un tout petit point que tu évoquais, la question des terrains à bâtir et ensuite de l'argent que certains agriculteurs ont pu se faire justement sur la conversion de terres agricoles en terres à bâtir. Ce qui est assez rigolo parfois derrière, c'est que, enfin, je ne sais pas si on peut dire rigolo, mais on a ensuite des agriculteurs qui se plaignent de riverains qui disent que justement ils subissent des pulvérisations de pesticides et qu'en fait c'est de leur faute puisque maintenant ils sont venus habiter dans des zones agricoles et que voilà, ils doivent finalement accepter de subir ces pulvérisations alors que en reprochant finalement à ces riverains d'être venus s'installer là alors qu'eux-mêmes ont vendu ces terres. Enfin, c'est assez le paradoxe souvent du monde agricole. Bref. Alors, moi, j'aurais deux questions sur ce que tu viens d'évoquer. Comment imaginer si on ne supprime pas la PAC, il va falloir en effet réfléchir à
aussi une question d'une meilleure rémunération des agriculteurs et aussi envisager de meilleurs débouchés. Alors, comment on met en place les circuits et les filières efficaces pour permettre aux agriculteurs qui aimeraient finalement faire des choix différents de trouver des débouchés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on organise ça? D'autant qu'on nous oppose aussi de manière très régulière le fait que la population est en extrême croissance, donc de toute façon, il faut bien nourrir le monde, donc il faut bien en effet produire beaucoup à grande échelle. Comment on répond à ces questions-là que nous oppose très souvent le modèle agricole dominant qui dit que là, il faut de toute façon produire le plus possible parce que demain, nous serons 9 milliards d'hommes et de femmes, et comment on fait, quoi. Donc, ce sont deux questions, à la fois les débouchés, les rémunérations des agriculteurs, et puis comment on nourrit la planète avec un système, sans entrer dans un système agricole intensif. Je vais juste reprendre un peu la parole, puis après, je pense que Benoît pourra compléter. C'est vrai que là, quand on a travaillé, nous, sur l'alimentation bio, une des remarques qu'on a toujours, c'est et c'est continu, mais la bio, vous allez affamer le monde parce que la bio produit moins à l'hectare. Ce qui est en partie vrai, hein. Ce n'est pas vrai pour les surfaces fourragères, c'est moins vrai pour les légumineuses, c'est assez vrai pour les céréales. Sauf que les consommateurs bio, quand on les analyse, on regarde leur mode de consommation, ils consomment différemment, beaucoup plus de légumineuses, un peu moins de viande et de produits laitiers, et au final, il leur faut 25% de moins pour se nourrir. Voilà. Donc, le fait d'aller vers un système plus écologique doit s'accompagner aussi d'un changement du système alimentaire. L'un doit aller avec l'autre. Donc, en fait, on sait très bien, en tout cas dans les pays industrialisés, qu'en changeant l'alimentation, on souffre des marges de manœuvre énormes, vu le niveau de consommation que l'on a, quoi. Voilà sur ce point-là. Après, moi, je pense qu'on n'en a pas parlé, mais on va réussir cette transition aussi si les entreprises de l'agroalimentaire accompagnent cette transition, quoi. Je veux dire, on fera, et aussi de la distribution, on ne fera pas sans eux. Je veux dire, on peut bien entendu beaucoup développer les circuits courts, les plateformes, tout ce qu'on veut, mais enfin, bon, ça répondra pas à toute la demande. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui veulent s'engager beaucoup plus dans ces enjeux environnementaux, dans le commerce équitable, Nord-Nord ou France-France, on va dire. Donc là aussi, je pense qu'il faut que les entreprises se mobilisent pour donner un signal aux agriculteurs, parce qu'ils voient bien la consommation derrière, qui tire vers l'environnement, vers la qualité. Et je pense qu'eux aussi peuvent orienter, et c'est déjà le cas de nombreuses entreprises, notamment de la bio, notamment Biocoop, par exemple, qui réoriente aussi son agriculture, Biolay, Ecotone, enfin voilà, on a toutes les entreprises un peu qui sont montées sur la bio, sont en train de faire ce virage, et je pense que d'autres aussi vont le faire, et ça aussi, il faut voir comment on accompagne ce virage-là. Benoît, tu veux rebondir là-dessus ? Oui, merci Nadine. Je veux rebondir sur ce que vient de dire Philippe et sur l'absence ou pas de PAC. Voilà, c'est nécessaire de garder en mémoire ou à l'esprit le côté indissociable d'agriculture et d'alimentation. C'est-à-dire que, bien sûr que si on ne change pas de régime alimentaire, on va avoir du mal à nourrir 9,5 milliards de personnes en 2050. Mais si on revisite notre façon de nous alimenter, et c'est aussi salutaire pour notre santé, mais c'est aussi salutaire pour la planète. Par exemple, manger moins de viande, et c'est un éleveur. Moi, je suis éleveur, je produis de la viande, mais je suis capable de dire qu'il faut en manger moins, mais la manger mieux. Mais on ne pourra pas continuer de consommer de la viande qui sort des élevages concentrationnaires, qui nécessite beaucoup de soja qui vient de l'autre côté de l'Atlantique, qui nécessite beaucoup de maïs sur nos territoires, dont on connaît les dégâts parce que c'est une production extrêmement gourmande en eau, extrêmement gourmande en pesticides et en engrais de synthèse. Donc, tant qu'on avancera comme ça, effectivement, on va être en difficulté si on ne change pas les régimes alimentaires qui vont avec. Et donc, si demain, on arrive à se priver des productions animales issues de ces élevages concentrationnaires et qu'on les transfère vers une alimentation plus végétale, la difficulté, y compris si on imagine toute l'agriculture en agriculture biologique, elle s'éloigne. Mais il y a quand même un paramètre et une impasse pour ceux qui nous disent on ne peut pas sortir de cette agriculture parce qu'il faudra nourrir 9,5 milliards de personnes en 2050.
c'est la dépendance au pétrole, qui est quand même une ressource finie et qui est annoncée en pénurie justement en 2050. Et moi, si je regarde un peu cette entrée-là, je me rends compte que sur les productions céréalières dont a parlé Philippe, ils apportent beaucoup d'azote de synthèse. Pour produire 1 kg d'azote de synthèse, il faut à peu près 1,5 litre de gaz ou de pétrole pour synthétiser cet azote-là. Et donc, ça veut dire que sur des productions où aujourd'hui on apporte entre 200 et 270 kg d'azote, que sont le blé, l'orge, le maïs, le colza, enfin je ne vais pas faire toute la liste, on crée une dépendance au pétrole avant même d'avoir tourné la clé du tracteur de 3 à 400 litres par hectare et par an. Donc, c'est quand même une impasse qui va s'imposer à ces gens qui, avec cette agriculture-là dépendante du pétrole, veulent nourrir 2,5 milliards de personnes en 2050, alors qu'en 2050, justement, il y aura probablement plus de pétrole pour synthétiser cet azote. Et puis, il y a ce que j'appelle l'injure à l'intelligence. C'est-à-dire que quand on pratique une agriculture qui fait référence à l'agroécologie, on mobilise 1 calorie fossile pour produire 2 à 2,5 calories alimentaires. Donc là, on est sur une efficacité qui peut s'entendre, c'est-à-dire qu'on mobilise certes des calories énergétiques, énergie fossile, j'entends, et on a 2 à 2,5 calories alimentaires qui arrivent pour nourrir la population. En tout cas, c'est les résultats que j'arrive à sortir sur ma propre ferme. En revanche, quand on regarde le modèle dont je viens de parler, extrêmement dépendant du pétrole, il faut 7 calories d'énergie fossile pour produire 1 calorie alimentaire. Donc, on voit bien que là, on a une forme d'injure à l'intelligence qui nous invite à revisiter tout ça. Et ce que doit faire, et là, ça m'amène sur la PAC, plutôt que de vouloir supprimer la PAC et vouloir sortir de ces logiques, et Aurélie a très bien expliqué tout ce qu'il faudrait remettre en cause si on arrête les politiques publiques, sortir de l'économie mondiale, sortir des marchés mondiaux, sortir des accords de libre-échange. Enfin, pourquoi pas? Moi, le chantier est intéressant. Moi, j'adorerais qu'on sorte des accords de libre-échange. Mais le chantier est compliqué. En revanche, avec des politiques publiques, on peut faire autrement. C'est-à-dire que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut réorienter, redéployer des politiques publiques sur d'autres logiques de développement. Et là, on pourrait sortir d'une logique où les agriculteurs reçoivent des aides qui sont des subventions, où certains viennent me voir en me disant on n'en peut plus d'être assisté, parce qu'ils vivent ça comme une forme d'assistanat, puisque c'est un accompagnement aux revenus des agriculteurs, et transformer ces enveloppes publiques, qui aujourd'hui sont, pour certaines, orientées sans conditionnalité, quelles que soient les pratiques agricoles, pour d'autres, utilisées pour réparer les dégâts d'une agriculture qui est extrêmement dévastatrice sur des enjeux comme le climat, la biodiversité ou la santé, et faire en sorte que ces enveloppes rémunèrent l'agriculteur. Et là, ce n'est pas que de la sémantique, c'est-à-dire qu'on soutient des pratiques agricoles qui vont dans le sens de la souveraineté alimentaire, dans le sens d'une qualité de nourriture incontestable, mais qui, dans l'approche globale, vient soutenir des pratiques agricoles qui préservent le climat, qui préservent la biodiversité, qui préservent la santé. Et c'est ce qu'on appelle, et Aurélie l'a dit, ou je ne sais plus, Philippe, les paiements pour services écosystémiques. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans de la perfusion ou de l'assistanat comme certains le vivent, mais bien dans de la rémunération, un peu comme on pourrait faire avec la Sécu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une enveloppe publique qui s'appelle la Sécu, qui rémunère les médecins qui prennent soin de notre santé. Et bien là, on pourrait constituer une enveloppe publique qui serait distribuée à des agriculteurs qui prennent soin de la biodiversité, qui prennent soin du climat, qui prennent soin de notre santé et qui prennent soin de notre souveraineté alimentaire. Et là, on donne de la force à une dimension de rémunération. Et si on utilise l'argent public dans cette optique-là, moi, j'ai aucun problème à ce qu'on continue de mobiliser beaucoup d'argent public pour soutenir les producteurs qui sont dans ces logiques-là. Et pour libérer ces enveloppes-là et pour réussir ça, il faut arrêter d'utiliser cette enveloppe pour perfuser économiquement un modèle agricole qui est une injure à l'intelligence, j'assume ce que je viens de dire, et qui de toute façon va dans l'impasse parce que trop dépendante au pétrole, parce que trop impactante sur la biodiversité, parce que trop impactante sur le climat. Donc ayons cette audace et ce courage politique, c'est ça l'enjeu, mais je pense que la réponse n'est pas dans la suppression de la PAC, mais vraiment dans un redéploiement des politiques publiques qui gravitent autour de la question agricole. Super, merci beaucoup Benoît pour ces éléments. Alors, il nous reste une demi-heure, il y a encore beaucoup de questions. Alors, il y a une question qui vient d'arriver sur
et qui est essentielle justement pour mieux accompagner notamment. Comment mieux en fait accompagner les agriculteurs qui veulent transitionner vers le ou là d'ailleurs bio ou s'installer en bio. Et une autre question et qui est aussi tout à fait pertinente parce que ce terme, moi, je le trouve tellement galvaudé qu'il en devient insupportable. Quand on évoque l'agroécologie, mais on parle de quoi? Parce que les agriculteurs, certains qui se revendiquent de l'agriculture de conservation, on utilise encore du glyphosate, font de l'agroécologie. Voilà, donc c'est intéressant que chacun puisse donner sa définition. J'imagine qu'on a tous ici la même, mais en tout cas, c'est important de rappeler ce que c'est. Et voilà, l'accompagnement. Et du coup, troisième question qui pourrait venir en complément de ce que vous allez dire. Du coup, c'est quoi les mesures phares, fortes à mettre en œuvre politiquement, économiquement, j'en sais rien, pour pouvoir vraiment envisager la transition de ce système agricole qui, on l'a déjà dit, vous l'avez déjà évoqué, est aujourd'hui à bout. Philippe, tu veux commencer? Oui. Alors, il y a un point qu'on n'a pas abordé. Alors, c'est vrai que ça peut quand même s'inscrire dans la souveraineté alimentaire. C'est quand même le gros enjeu de l'installation agricole. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a dans les 10-15 ans qui viennent presque la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Et je pense que la PAC doit vraiment, elle va vraiment être dans cette vague-là. Il faut vraiment qu'elle se soucie aussi de comment elle va gérer la transmission des exploitations et les installations, quoi. Avec des exploitations qui, pour certaines, sont tellement capitalistiques et sont très difficiles à transmettre, quoi. Donc ça, c'est aussi un point qu'il faut avoir en tête dans la politique agricole, c'est comment tout ce qu'on va mettre en œuvre va favoriser l'installation de jeunes qui souvent ne seront pas du milieu agricole. Voilà. Alors pour revenir à l'agroécologie, bon, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup là-dessus. On a même un site dédié qui s'appelle OSAE, où on présente des exploitations qui ont mis en place des pratiques agroécologiques. Bon, il y a des chercheurs, notamment américains, qui ont travaillé là-dessus depuis les années 80. Il y a une définition dans la PAC. Ce qui est clair, c'est que l'agroécologie est là pour se servir notamment de la biodiversité et sa base, c'est quand même réduire ses intrants, quoi. Je veux dire, l'agroécologie, ça veut dire ça, quoi. Donc, ces intrants, comme l'a dit Benoît, c'est à la fois réduire ses engrais, ses phytos, l'eau pour l'irrigation, voilà, ça, c'est la base. Et donc, c'est d'utiliser tout un tas de pratiques comme les cultures associées, la longueur des rotations, l'introduction de légumineuses, la lutte biologique. Enfin voilà, c'est basé une agriculture finalement sur la nature ou sur la biodiversité pour économiser les ressources fossiles et polluer moins. Donc, se revendiquer de l'agroécologique, ça veut dire quand même que quelque part, les ressources sont préservées. Et on consomme moins de ressources non renouvelables, quoi. Donc je pense qu'on en est encore loin quand on voit les chiffres. Et je crois que Benoît a eu raison d'insister, quoi. L'agriculture actuelle basée sur le pétrole, enfin je veux dire, c'est pas l'agriculture de l'avenir, quoi. Et finalement, l'agriculture biologique qui se passe notamment d'engrais de synthèse est vraiment celle du futur. C'est-à-dire qu'elle donne aujourd'hui, ces agriculteurs qui sont de plus en plus nombreux, hein, c'est quand même presque bientôt 10% de la surface agricole, finalement, on réussit à innover pour montrer comment on pouvait faire, quoi, avec des pratiques qui se passent de tous ces produits de synthèse. Et donc, c'est vraiment l'avenir, quoi. Sur les soutiens à la bio et à ça, moi, je pense que là, on a tous les moyens, comme l'a dit Benoît, dans la PAC pour soutenir. La question, c'est on s'est pris une grosse déconvenue à la dernière PAC sur les paiements verts. Bon, c'est des paiements qui, en fait, qui ont été conçus pour que quasiment 100% des agriculteurs les touchent. Donc, en fait, il n'y a aucune contrainte, quoi. C'est comme si on vous aidait pour fermer la lumière en partant de votre maison tous les jours, quoi. Je veux dire, on va pas... Voilà. Donc là, tout le débat qu'il va avoir et qui sera dans le détail, le diable sera dans le détail, c'est où on va fixer les barres. C'est-à-dire que pour que ça soit quand même suffisamment contraignant pour que les agriculteurs modifient leurs pratiques, parce que si finalement ça reconnaît ce qu'il faut aujourd'hui, on n'aura pas bougé, quoi. Donc là, pour moi, dans la PAC, un des gros enjeux, ça va être aussi ça. Benoît avait bien insisté là-dessus, quoi, une conditionnalité environnementale à côté d'une conditionnalité sociale, quoi. Donc c'est vrai que les deux grandes mesures de cette PAC, c'est à la fois en s'inscrire dans l'alimentation, mais aussi finalement rémunérer l'emploi, ce qui n'est pas le cas vraiment aujourd'hui, et s'assurer que cette PAC ne détruise pas l'environnement.
Merci beaucoup. Alors, Aurélie, il y a des questions qui sont intéressantes sur, je pense, je ne sais pas si le label haute valeur environnementale, ce n'est pas un label d'ailleurs, c'est la certification, mais ça va faire bondir Benoît qui pourra peut-être revenir là-dessus. Mais il y a eu un rapport récent qui est sorti de la part d'un think tank, l'IDRI, qui appelait à sortir justement des aides environnementales PAC, cette fameuse agriculture à haute valeur environnementale. Je ne sais pas si là-dessus tu veux rebondir. Et justement, est-ce que ce n'est pas un leurre, en effet, quelque chose qui pourrait prendre la place de modèles agricoles beaucoup plus durables comme l'agriculture bio, par exemple? Ça rejoint tout à fait ce que disait Philippe à l'instant. On est en train de négocier en ce moment de savoir ce qu'on va rémunérer au titre du futur paiement vert dans la prochaine PAC. Donc, est-ce qu'on va rémunérer quelque chose de globalement peu ambitieux qui fait que la majorité à nouveau des agriculteurs va pouvoir y avoir accès sans changer ses pratiques, ou est-ce qu'on va mettre la barre plus haut pour vraiment copier les mots de Philippe et ainsi vraiment flécher l'argent vers les agriculteurs meilleurs élèves pour l'environnement et espérer avoir un effet incitatif pour ceux qui n'y ont pas encore accès, pour qu'ils changent leurs pratiques et qu'ils y aient accès. Et donc, dans ce débat-là, il y a la question d'un label HVE qui est moins 10 ans par rapport à l'agriculture biologique sans aucun doute, et qui tente de se faire une place à peu près dans ce futur paiement vert pour faire valoir les vertus environnementales des fermes qui seraient certifiées par ce label-là. La plateforme pour une autre PAC, mais comme d'autres acteurs, se sont prononcés contre ça. Nous, on estime que la certification haute valeur environnementale n'est pas du tout suffisamment garante d'un changement de système agricole qui induit une ferme vertueuse pour l'environnement. Et donc, on ne souhaite pas que ce label puisse bénéficier de subventions vertes. Là, on parle d'un exemple de mesure avec cette question du niveau d'ambition. Est-ce qu'on met HVE ou pas? Est-ce qu'on met la barre plus haut pour avoir un effet plus incitatif? Mais il y a une autre question aussi dans la négociation de la réforme de la PAC pour déterminer comment est-ce qu'on accompagne les agriculteurs dans leur changement de système. C'est aussi la question de la part de budget qu'on alloue respectivement aux différentes mesures de la PAC. Il y a une mesure que je suis sûre que la plupart des gens connaissent au moins tacitement, qui est la conversion à l'agriculture biologique. C'est le fait qu'on signe un contrat pluriannuel avec des agriculteurs. Pendant ce contrat-là, on leur attribue une subvention et à l'issue du contrat, ils deviennent certifiés bio. Donc cette conversion à l'agriculture biologique, c'est une mesure par essence vertueuse pour atteindre les objectifs dont on parle là. Si cette mesure, on lui donne un budget tout faiblard, il ne faudra pas s'étonner demain qu'on ne soit pas capable de développer les surfaces en agriculture biologique en France. Il n'y aura juste pas le budget pour accompagner la conversion en agriculture biologique. On a aujourd'hui en France un plan Ambition Bio, donc une stratégie nationale qui nous fixe des objectifs pour l'agriculture bio, qui prévoyait qu'en France, l'année prochaine, en 2022, on arrive à 15% de surface en agriculture bio. Philippe l'a dit, on est à un peu moins de 10 aujourd'hui, aux alentours de 9%. Clairement, ce n'est pas d'une année sur l'autre qu'on va atteindre l'objectif. On a par ailleurs un objectif européen en cours de discussion qui voudrait qu'on atteigne 25% de surface en agriculture biologique à horizon 2030. Donc, si on se fixe le cap en fonction de ces deux objectifs-là, à la fin de la prochaine PAC, elle est censée se terminer en 2027, il faudrait qu'on soit au moins à 20% de surface en agriculture biologique. Et donc, mathématiquement, on sait combien la mesure conversion à l'agriculture biologique, on doit allouer par hectare à chaque agriculteur pour qu'il fasse la transition en bio sur cet hectare-là. Mathématiquement, on sait très bien dire combien il faudrait de budget pour la mesure conversion à l'agriculture biologique pour atteindre les objectifs officiels auxquels normalement la France est censée se soumettre. Si on fixe moins de budget que ça à la mesure conversion à l'agriculture biologique, il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas suffisamment de conversion en agriculture biologique, car la conversion en agriculture biologique, elle se fait par un soutien par la PAC et l'extrême majorité, pas absolument 100%, ce serait faux de le dire, mais la grande majorité des agriculteurs ne font pas de conversion à la bio sans toucher la subvention pour la conversion. Donc, on a vraiment, au cours des négociations, ces deux leviers à activer pour accompagner les agriculteurs dans leur transition agroécologique. C'est d'une part, quelle part de budget on fixe aux mesures qu'on juge vertueuses pour cette transition, et d'autre part, où est-ce qu'on fixe l'ambition
où est-ce qu'on veut les faire arriver à la fin de leur transition agroécologique et à partir de quand on veut rémunérer les agriculteurs pour les services environnementaux qu'ils rendent à la société. Merci beaucoup Aurélie. Du coup, ça implique aussi cette question du choix des agriculteurs. Alors, il y a en effet la carotte, entre guillemets, de cette subvention qui peut les aider et les inciter à basculer vers la bio, mais il y a une question qui est posée parmi les internautes, c'est comment en fait lever les freins, cette question que pour les agriculteurs aujourd'hui, dans leur grande majorité, parce qu'ils sont 90% en tout cas encore aujourd'hui en France à utiliser les pesticides de synthèse, comment leur faire comprendre que finalement l'utilisation de ces produits n'est pas une obligation, n'est pas une fatalité et qu'ils peuvent faire évoluer leur système, comment les encourager à ça en tout cas. Est-ce que ça passe pas aussi par bien sûr la sensibilisation et la formation du milieu agricole? Toi Benoît qui as baigné là-dedans, j'imagine que tu as des idées sur la question. Oui, et c'est intimement lié au débat qu'on vient d'avoir sur agroécologie, HVE et tout ça. Juste sur la définition agroécologie, chacun y va de sa définition. Moi, je mets quand même une barrière, c'est qu'à partir du moment où on utilise des molécules de synthèse, on ne peut plus parler d'agroécologie. Si on dit que l'agroécologie, c'est des solutions basées sur la nature, à partir du moment où on utilise des biocides qui télescopent la vie, on ne peut plus parler d'agroécologie. Donc, y compris l'agriculture de conservation dont tu as parlé, Nadine, qui utilise du glyphosate, on ne peut plus parler d'agroécologie. Enfin, moi, il faut qu'on soit clair là-dessus. En revanche, si on est d'accord sur le fait que cette agroécologie est une agriculture qui n'utilise plus de substances de synthèse, on peut imaginer que cette agroécologie soit le socle du développement de l'agriculture biologique. Et moi, j'ai l'habitude de dire que ça va au-delà de ça, c'est que la certification à l'agriculture biologique doit être une conséquence de pratiques agroécologiques qui s'appuient sur ces solutions basées sur la nature, qui s'appuient sur des écosystèmes en équilibre, qui permettent de réussir en agriculture biologique et qui permettent une agriculture biologique qui ne s'effondre pas en termes de productivité. Et c'est un enjeu fondamental. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à créer une réelle dynamique de l'agriculture biologique, c'est que on est sur des pratiques agronomiques qui font référence à l'agroécologie, qui sont suffisamment pertinentes pour développer l'agriculture biologique. Il faut arrêter cette mascarade où on compare des rendements de l'agriculture biologique suivant des protocoles qui font référence à des réflexes ou à des logiques de l'agriculture qui utilisent des pesticides, où on utilise les mêmes ressources génétiques, où on utilise les mêmes méthodes, et où on se contente d'enlever les pesticides et les engrais de synthèse, et on s'étonne que les rendements ne soient pas au rendez-vous, mais c'était tellement prévisible. Donc là, il y a un quiproquo énorme, c'est-à-dire que parlons d'abord de logique agroécologique, où on développe une agriculture qui s'appuie sur l'agroforesterie, sur des ressources génétiques différentes, sur des mélanges d'espèces à la parcelle, sur le respect de la vie du sol. Et là, on va voir si effectivement l'agriculture biologique est réellement en retrait en termes de productivité, avec une agriculture qui utilise massivement des pesticides et des engrais de synthèse et qui impacte négativement la fertilité des sols, qui impacte la biodiversité et qui donc se met en difficulté et a besoin toujours de perfuser avec des pesticides et des engrais de synthèse. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est HVE. Et on a tendance, et tu as raison Nadine de dire ça, qu'on voudrait faire de HVE un concurrent à la hauteur de l'agriculture biologique. Mais faut arrêter de se moquer du monde. Et si on développe un label HVE, c'est qu'on nous refait le coup de l'agriculture raisonnée au début des années 2000 sur fond d'augmentation de l'intérêt pour l'agriculture biologique, et on allume des contre-feux en mettant en évidence un label qui s'appelle HVE, haute valeur environnementale, et qui pourrait rivaliser avec l'agriculture biologique. Mais moi, je suis issu d'une zone viticole qui s'appelle la zone de Cognac. Et les viticulteurs sont tous en train de passer en HVE. Et je vais vous expliquer comment ils passent en HVE. Par la voie B. C'est-à-dire que la voie B, pour se certifier en agriculture à haute valeur environnementale, il faut qu'ils mobilisent moins de 30% de leur chiffre d'affaires en intrants de synthèse sur leur parcelle. Mais ils se frisent les moustaches, parce que quand on voit les chiffres d'affaires que font les viticulteurs en Cognac, sans absolument rien changer, parce qu'ils sont très loin, vu les chiffres d'affaires qu'ils font, de mettre 30% de leur chiffre d'affaires en intrants de synthèse, sans absolument rien changer, ils passent en HVE
juste en signant un document en disant « je vais faire moins de 30% de mon chiffre d'affaires en intrant de synthèse ». Mais ils le faisaient déjà avant, parce que le chiffre d'affaires est tellement haut, et heureusement qu'ils n'utilisent pas 30% de leur chiffre d'affaires en intrant de synthèse, parce que moi, je ne veux pas être leur voisin. Hein. Je ne veux pas être leur voisin à ces gens-là. Donc, on voit bien la fumisterie de ce que c'est HVE. Mais dans HVE, aucune restriction. Les CMR, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, sont autorisés en HVE. Les perturbateurs endocriniens sont autorisés en HVE à partir du moment où on met moins de 30% du chiffre d'affaires dans les intrants de synthèse. Et puis, je reviens sur ma copine Valérie Murat. C'est-à-dire que quand on regarde les 19 bouteilles de vin certifiées HVE qu'elle a analysées, qu'elle a recherché des substances de synthèse. Dans ces 19 bouteilles, on a trouvé des CMR, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, on a trouvé des perturbateurs endocriniens. Et si ces bouteilles avaient contenu de l'eau potable, avec la quantité de pesticides qu'il y avait dedans, elle n'était surtout pas autorisée à être distribuée. Si ça avait été de l'eau potable, ils explosaient toutes les normes qu'on doit atteindre pour distribuer un liquide qu'on considère potable. Et au motif que c'est du vin et qu'il n'y a pas de réglementation sur les pesticides dans ces bouteilles de vin, on peut mettre des pesticides à tour de bras et retrouver des traces dans des proportions incroyables qui dépassent celles autorisées pour la distribution d'eau potable, mais on peut mettre dessus un beau logo HVE avec un joli soleil, un papillon, et une jolie ferme qui nous renvoie sur une image d'Épinal de l'agriculture qui n'existe plus. Donc, c'est une vraie fumisterie. Faut appeler un chat un chat. Et donc, moi, je suis très inquiet de l'émergence de ce label HVE parce que dans les éco-régimes dont a parlé Aurélie, dans ce qu'on pourrait appeler les paiements verts, eh bien, effectivement, il y a fort à parier que HVE va être une solution pour que les agriculteurs qui ne font absolument aucun effort supplémentaire mobilisent le verdissement de leur enveloppe PAC et aillent chercher le volume d'aide financière lié à cette certification HVE. Et pourtant, la Cour des comptes européenne, en 2018 déjà, en 2020 ensuite, a expliqué que le verdissement de la PAC, les aides liées au verdissement de la PAC n'avaient rien changé parce que ça revient, Philippe, j'aime bien ton image, à dire aux agriculteurs vous éteindrez la lumière quand vous sortirez de la pièce et vous allez toucher les aides. Eh bien là, on est à peu près dans le même dispositif. Et donc, malgré les alertes de la Cour des comptes, on est en train, avec les éco-régimes, de renouveler exactement la même chose. Sur les aides à l'agriculture biologique, on voit bien que les aides directes, aujourd'hui, on n'a pas réussi à plafonner les aides directes. C'est-à-dire que plus on a d'hectares, plus on a d'aides et il n'y a pas de plafond. Et donc, aujourd'hui, des agriculteurs qui mobilisent beaucoup d'aides sont des grosses structures qui utilisent beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais de synthèse, je l'ai déjà dit, et ne sont pas plafonnés, donc mobilisent des enveloppes colossales. En revanche, quand on commence à regarder les aides qui sont dédiées, par exemple, à la conversion à l'agriculture biologique, justement parce que les enveloppes ne sont pas assez conséquentes, eh bien là, on est obligé d'imaginer des plafonds. C'est-à-dire que quand on convertit une structure à l'agriculture biologique, eh bien, si c'est une grosse structure, on ne va pas pouvoir aller l'aider aussi loin qu'à la d'hectare, parce qu'il y a des plafonds, parce que les enveloppes ne sont pas assez importantes. Et moi, j'ai converti, c'est plutôt une grosse structure, hein, moi j'ai converti 260 hectares, et à l'époque, le plafond d'aide à l'agriculture biologique par an était de 7 500 € par an. C'est-à-dire que j'ai converti 260 hectares avec 7 500 € d'aide par an, c'est-à-dire moins de 30 € par hectare et par an pour convertir ma structure en agriculture biologique. Pendant que mes voisins qui continuent à faire du maïs en grand touchaient des aides directes qui étaient de l'ordre de 350 € par hectare et par an. Donc, on voit bien que tant qu'on n'aura pas la volonté de poser des règles de réciprocité, des règles de conditionnalité dès le premier euro, on sera limité parce que les aides dédiées à la transition ne sont jamais suffisamment dimensionnées pour aller aussi loin que les objectifs qu'on souhaite atteindre. Et je vais conclure là-dessus par rapport à ta question, Nadine, qui consistait à dire mais comment est-ce qu'on va convaincre les agriculteurs qui sont convaincus qu'on ne peut pas s'en sortir si on n'utilise pas de pesticides et des engrais de synthèse. Mais le levier, il est justement économique. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Si on arrête de perfuser économiquement ces structures qui utilisent des pesticides et des engrais de synthèse, elles vont toutes se retrouver dans une impasse économique. En revanche, si on redéploie ces enveloppes pour accompagner la transition, on va avoir un levier économique redoutable pour les amener à changer.
Et je suis désolé, mais les agriculteurs, ils raisonnent aussi sur la rentabilité de leur structure. Et si demain, on a suffisamment d'ambition, suffisamment de volonté pour dire le modèle agricole qu'on doit développer demain, pour nourrir sainement l'humanité, pour préserver la biodiversité, pour relever le défi climatique, nécessite cette transition incontournable des pratiques agricoles, et ben mettons le paquet sur cette transition-là. Et donc, arrêtons de perfuser économiquement comme on le fait aujourd'hui et comme on va le faire jusqu'en 2027 avec la PAC qui est dans les cartons en ce moment, ce modèle, ces pratiques agricoles dont on ne veut plus, et utilisons la totalité de l'enveloppe, j'ai bien dit la totalité de l'enveloppe, sur la transition. On n'a plus besoin du premier pilier, on fait que du second pilier, c'est-à-dire des aides à la conversion. Et c'est ça l'enjeu. Si on veut regarder droit dans les yeux les générations futures, si l'Europe, qui a fait du Green Deal le socle de ce mandat qui va s'achever en 2024, si l'Europe qui porte via sa commission des ambitions via la stratégie de la ferme à la fourchette ou la stratégie de la biodiversité porte ces ambitions-là, eh bien il va falloir avoir l'audace d'arrêter la perfusion de pratiques qui ne méritent plus d'être accompagnées par de l'argent public et de tout mobiliser, 100% de l'enveloppe, sur l'accompagnement de pratiques agricoles qui, dans une approche globale, satisfont la multitude des enjeux. Et réorienter les enveloppes publiques qu'on utilise aujourd'hui dans des solutions curatives pour amplifier ce qu'on pourra amorcer avec la politique agricole commune. Donc voilà, le chantier, il est immense. Le levier, il sera économique, mais pour ça, il va falloir de la volonté et de l'audace politique. Et je suis désolé, mais ce n'est pas En Marche qui nous le permet. Merci beaucoup, Benoît. Alors, on arrive à la fin, il me reste 10 minutes à peine. Donc, je vais vous demander à chacun de conclure avec une note d'espoir. Voilà, quelles sont pour vous, justement, les perspectives positives à entrevoir dans cet constat que vous avez fait, qui est quand même assez lourd, mais qui est ce qu'il est. Mais voilà, est-ce que, justement, l'avenir, finalement, qui s'offre à nous est porteur d'espoir? On va commencer par toi, Philippe, puis Aurélie, puis Benoît pour finir tout ça. Oui. Oui, bon, il y a encore beaucoup de choses à dire. Là, il y avait des questions sur l'accès à l'alimentation bio, mais bon, je pense que là, les élus avec la restauration collective, ils ont vraiment une carte à jouer. Les notes d'espoir, je pense que c'est le fait que les Français, quand même, sont très attachés à leur alimentation. Qu'on voyage dans le monde, bon, il y a quelques pays méditerranéens, le Japon peut-être, mais enfin, il y a des pays comme les US ou même l'Angleterre ou même certains pays nordiques qui ont lâché un peu ça. Je pense que la chance qu'on a en France, c'est que les gens sont quand même accros à l'alimentation. Et ça, il faut jouer avec ça. On voit même les jeunes, là, moi, je vois mes filles, mais on voit aussi autour, avec le confinement, beaucoup se sont mis à recuisiner. Et ça, c'est une bonne chose, quoi. Voilà. Donc ça donne beaucoup d'espoir. Je pense aussi qu'il y a de plus en plus de gens sensibilisés à tous ces enjeux-là, qui veulent vraiment que ça change. Donc c'est vrai que là, il va falloir pousser nos politiques, que ça soit dans les régionales qui vont venir, ou que ça soit pour la PAC, les ministres, ou que ça soit d'autres élections, à avoir l'audace, comme l'a dit Benoît, parce qu'on sait comment faire. Je veux dire, on a suffisamment d'exploitants agricoles qui ont fait la transition, on sait que ça marche, on sait que ces gens-là sont heureux. Donc là, on a des moyens. Enfin, on a la chance en France d'avoir des moyens considérables que d'autres pays n'ont pas. Donc, en fait, on peut la réussir, cette transition, et il faut que nous, en France et en Europe, on la réussisse, parce qu'on a tout pour le faire, quoi. Donc, en fait, c'est juste le fait de changer un peu les attributions, les règles du jeu, voilà, de laisser le moins possible de gens sur le carreau, parce que c'est vrai que la transition, elle ne sera pas facile pour certains, donc il va falloir accompagner tout le monde, mais plus tard on va attendre, plus tard ça va être compliqué, parce que les coûts générés par cette non-transition, on va le payer sur le prix de l'eau, on va le payer en termes de santé publique, hein, les cancers, les maladies chroniques ne font que monter, ça coûte très cher l'assurance maladie, etc. Donc, voilà. Donc l'espoir pour moi, il est que voilà, à la fois les jeunes sont mobilisés, à la fois on est attaché à ça, et je pense qu'on peut espérer voilà, que la PAC prendra un tournant et que les gens vont consommer autrement. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Aurélie?
Oui, bah, je vais saisir la perche tendue par Philippe à la fin de son intervention. Je pense que l'espoir, c'est que la négociation de la réforme de la PAC n'est pas terminée. On est en plein dedans et on a, on va dire, aller jusqu'au mois de juin, dernière limite, pour faire changer les lignes. Et on peut faire changer les lignes. Je ne suis pas en train de promettre une révolution de la PAC. Je pense sincèrement qu'on n'aura pas de révolution de la PAC sur la réforme qu'on est en train de négocier, mais on a la capacité à, exactement pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, à encore influencer l'importance relative des différentes mesures de la PAC entre elles. On a la capacité d'influencer le niveau d'exigence qu'on veut pour les mesures environnementales. On a aussi la capacité à déterminer quelle production on veut soutenir en particulier. Ce sont peut-être les légumineuses, ce sont peut-être les fruits et légumes frais. Donc ça, ce sont des choix qui sont dans nos mains dans les prochaines semaines et dans les prochains mois de négociation. Et c'est une opportunité énorme que cette réforme de la PAC, parce que comme je le disais tout à l'heure, mais je le répète, c'est vraiment très important, elle structure vraiment toute l'agriculture française, d'une part, et d'autre part, une PAC, elle n'est pas réformée tous les jours non plus. Une fois qu'on a fixé une réforme, ça s'applique pendant un certain temps. Et là, cette prochaine PAC qu'on est en train de négocier, elle va s'appliquer jusqu'à la fin de l'année 2027. Et bon, je le dis de manière un peu à la louche, mais on sait qu'on a globalement une décennie pour changer de cap à peu près pour des enjeux environnementaux, climatiques. C'est-à-dire que si ça n'est pas cette prochaine PAC qui nous permet d'ici 2027 de faire cette transition de masse, on est quand même très très mal à horizon 2030. Et donc en fait, cette réforme de la PAC, il est très important que les citoyens prennent conscience de son importance et dès lors qu'on a réussi à faire passer ce message-là, ça veut dire que chaque citoyen devient un potentiel, je vais utiliser un gros mot, mais un potentiel lobbyiste auprès de ses élus à qui il a le droit, c'est normal en tant que citoyen de faire valoir ses positions, et ce sont les élus qui sont censés écouter ce que les citoyens veulent. Et donc, une fois qu'on a des citoyens sensibilisés qui sont prêts à se mobiliser, en fait, on peut quand même peser lourd. On peut peser lourd parce que les blocages qui sont très forts au niveau des négociations de la réforme de la PAC sont certes très forts, mais ils émanent d'une toute petite minorité de la population. Et donc, il s'avère que depuis des décennies, on a une PAC et on a un modèle agricole qui est défini par une poignée d'acteurs. Mais dès lors qu'on commence à mettre tellement plus d'autres gens de l'autre côté de la balance, on a quand même la capacité à faire entendre une autre voix. Donc, c'est ce que nous, on essaye de faire à notre échelle en participant aux négociations. Et d'ailleurs, pour une autre PAC, vraiment à cette image-là, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on rassemble 45 organisations membres, mais on a aussi la particularité de rassembler des organisations d'intérêts différents. Par exemple, Génération Future, qui collabore avec des organisations paysannes d'accompagnement de la transition agroécologique, comme le réseau CIBAM ou la FNAB, mais également avec des associations qui travaillent sur l'accès de l'alimentation de tous, l'accès à une alimentation de qualité pour tous, pardon, comme le Secours catholique. Et donc, on a cette diversité d'intérêts qui disent, en fait, on est tous d'accord pour dire ce qu'il faut faire dans la prochaine PAC. Comme le disait Philippe, on sait ce qui fonctionne, on a les solutions, on a l'argent public. Donc, c'est vraiment juste une question de choix politique et de réorientation de cette politique. Donc, j'invite vraiment nos concitoyens à oser s'emparer de cet objet étrange et pas très attractif qu'est la PAC et à en faire un objet de revendication, que ce soit au travers des réseaux sociaux, que ce soit auprès des interactions qu'ils peuvent avoir avec leurs élus de différents niveaux, de différentes échelles, et que ce soit aussi pour passer le mot et contribuer à la sensibilisation. Ensemble, dans les prochains mois, on a le pouvoir de faire changer des lignes dans la réforme de la PAC. Merci beaucoup Aurélie, Benoît. Ce mot d'espoir pour tous nos internautes. Oui, moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Aurélie. Et moi, dans mon rôle de député, la semaine prochaine, je dois participer à 5 réunions de trilogue, c'est-à-dire où assistent des membres du Parlement européen, des membres du Conseil, donc des ministres de l'Agriculture et des membres de la Commission agricole. Donc moi, je continue d'être force de proposition. J'ai malgré tout quand même beaucoup de mal à appeler la copie qui est sur la table une réforme de la PAC, parce qu'elle réforme que très peu de choses, très à la marge. En revanche, Aurélie a raison, le poids des citoyens est fondamental. Et moi, je l'ai vu lors de l'examen en première lecture de la PAC. Je vous l'ai dit, j'avais réussi à déposer un amendement de rejet
et c'était quand même assez inédit. Et à partir de là, on a pu communiquer sur les raisons pour lesquelles on ne se reconnaissait pas dans cette PAC, et on a vu un mouvement citoyen s'intéresser à ceux qui les regardent, c'est-à-dire la nourriture qu'ils mettent dans leur assiette. Et donc là, on a vu un mouvement citoyen de fond qui a été très très fort et qui a forcément conditionné le vote de certains députés pour qu'un tiers d'entre eux votent contre cette PAC. C'est quand même inédit. Donc la puissance citoyenne, elle est déterminante. Après, moi, comme je vous l'ai dit, hein, j'agirai jusqu'au bout pour essayer d'améliorer cette très mauvaise copie de la PAC. C'est ce que je m'emploie à faire. Mais sans vous donner un scoop, je déposerai probablement à nouveau un amendement de rejet de cette PAC. Parce que les amendements et les améliorations qui sont aujourd'hui sur la table sont beaucoup trop marginales pour parler d'une réforme de la PAC. Et moi, je suis un ancien sportif de très haut niveau. Et moi, tant que la cloche n'a pas sonné, je livre bataille. Et je livrerai bataille jusqu'au bout. Et la PAC qui est en train de se préparer dans le cadre des trilogues est plus mauvaise que celle qu'on a validée en première lecture au Parlement européen. Donc, j'ai encore plus d'arguments pour imaginer un amendement de rejet. Et si par bonheur cet amendement de rejet arrivait à aboutir, mais on a, alors certes, 1 ou 2 ans encore de travail pour rédiger une nouvelle PAC, mais ma copie est prête. Je suis prête à la livrer à la Commission pour leur expliquer comment on peut construire une PAC qui correspond aux attentes sociétales. On n'est pas reparti jusqu'en 2027. C'est-à-dire que le temps presse. On a paraît-il, 10 ans pour changer les lignes. Sauf que si on s'engage avec cette mauvaise PAC-là encore jusqu'en 2027, sur la question agricole, on ne change pas radicalement les lignes. Et donc, moi, je préfère prolonger la mauvaise PAC dans laquelle on est aujourd'hui 1 an de plus peut-être jusqu'en 2024, mais au moins qu'à partir de 2025, on soit vraiment sur une PAC qui change radicalement les choses. Donc, on va avoir besoin des citoyens et donc il va falloir effectivement livrer bataille avec les élus, et les élus sont sensibles à ce que les citoyens réclament. Moi, dans ma campagne, on dit que les mouches peuvent changer d'âne, et bien les mouches peuvent changer d'âne. Et si les citoyens sont plus forts que les conservateurs corporatistes en agriculture, eh bien, on peut être surpris par le positionnement de certains élus. Et donc, je vous invite à vous mobiliser sur cet enjeu, qui est un enjeu alimentaire, on l'a dit tout au long de ce débat, mais qui est aussi un enjeu de biodiversité, qui est aussi un enjeu de climat, et qui est aussi un enjeu de santé. Et quand on convoque cette approche globale, on voit bien que l'agriculture n'est pas que l'affaire des agriculteurs, n'est pas que l'affaire des lobbyistes de l'agriculture et du corporatisme agricole, mais l'affaire de tous, l'affaire des citoyens, au premier rang desquels les générations futures. Et donc, nous devons œuvrer pour que les lignes changent, mais changent en profondeur, et que, même si Aurélie dit on va pas réussir à révolutionner la PAC, bien moi, en tout cas, dans mon rôle d'élu, je me battrai pour essayer de la révolutionner jusqu'au bout. Et donc, le vote de juin ou de juillet, je ne sais pas encore, sera déterminant, c'est évident. Et on aura besoin de la pression citoyenne pour faire bouger les lignes en profondeur. Un grand merci. Alors voilà, on est arrivé au bout de ce débat. Ça passe finalement très vite, 1h30 sur un sujet aussi vaste. Vous avez été vraiment très instructif, en tout cas, j'espère, pour l'ensemble des personnes qui ont suivi cet échange. Je voudrais d'abord vous remercier chacun, l'une et les autres, d'avoir pris part à cet échange, à cette journée, cette conférence de lancement de la semaine pour les alternatives aux pesticides, qui commence donc demain officiellement et qui va durer jusqu'au 30 mars. Les citoyens sont vraiment invités à aller regarder sur le site tous les événements qui sont organisés, beaucoup de choses justement où on espère ça pourra leur donner envie de se mobiliser encore plus et donc de le faire vraiment dans le cadre des futures politiques qui s'approchent et des futures élections également, puisqu'il y a beaucoup à faire. Je voudrais remercier aussi les internautes qui nous ont suivis. Alors, je voudrais aussi leur demander de m'excuser de ne pas avoir pu poser toutes les questions qui ont été soumises, et on essaiera de retrouver des réponses, soit en nous écrivant directement ou en continuant de suivre les débats comme je l'évoquais. Voilà, cette vidéo sera en ligne sur notre chaîne Génération Future, donc à regarder pour ceux qui n'ont pas pu la voir en entier. Et encore, voilà, mais merci à vous, merci aux gens qui nous ont suivis. Et donc, j'ai dit maintenant, on n'a plus qu'à quoi, au boulot. Merci encore à vous.